Coucou les gros bidous, j'espère que vous allez bien après les fêtes et que ça n'a pas été trop éprouvant pour vous. De mon côté, je viens vous parler des tarots et oracles que j'ai reçus ou que je me suis offert pour les fêtes. Je dois déjà dire que je suis mitigée sur certains points par rapport à ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça pas plus mal. Je crois que ça va être aussi intéressant de rentrer dans des aspects de critique constructive, de ce qu'on aime et ce qu'on aime moins dans des oracles et qu'est-ce qui fait qu'on les choisit quand même ou pas dans des oracles ou dans des tarots d'ailleurs. Mais d'abord, et peut-être je vais commencer par vous montrer certaines images finalement d'un des oracles que j'ai. Voilà. Et comme ça a une bonne excuse pour parler tout en vous montrant déjà de quoi il va être question. Parce que c'est le moment où je vous donne un petit topo de mon état du moment, où je me sens par rapport aux vidéos et tout ça. Si jamais c'est vraiment la partie de la vidéo qui vous intéresse, on ne peut moins. Vous suivez le chapitrage pour aller directement au cœur du sujet. Et donc de ce côté-là, pour vous dire que j'ai mes règles là depuis ce matin et on est le matin et donc ça commence à aller un petit peu mieux en tout cas au niveau du moral, au niveau des douleurs on va voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je me remets dans le fil des vidéos. C'est vrai que c'était un moment où j'ai vraiment préféré ne pas être dans les vidéos alors que j'avais plein d'idées en tête mais j'avais vraiment le cerveau qui carburait et c'était pas très créatif, pas très fluide, c'était peut-être une envie de tout dire, ça aurait donné des vidéos qui étaient à fond dans les détails, c'était pénible. Donc je me suis tenue un peu à distance malgré l'envie et les idées pour faire des vidéos. J'espère quand même, avec le fait qu'en Belgique on a été en alerte de crue dans une bonne partie du pays, moi ça m'a beaucoup travaillé. Aussi avec la crise prémenstruelle en plus. Ça m'a vraiment donné envie de commencer ma série du tarot carte par carte au niveau de l'eau, donc des coupes. C'est la dernière des suites qu'on va explorer. Et je suis un peu mitigée sur le fait de faire des vidéos de présentation de jeux ou d'avis sur les jeux parce que je trouve parfois de ma part en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de proposer c'est un peu des vidéos paresseuses et très axées quand même sur la consommation. Donc moi c'est le genre de vidéo qui me donne assez vite envie d'acheter des tarots mais voilà j'ai aussi besoin de légèreté en ce moment et ça me fait du bien d'en faire. Donc là-dessus j'ai aussi quelques plans de choses que je vais peut-être filmer prochainement et dont j'étalerai peut-être du coup la mise en ligne, en espérant que les règles soient douces avec moi. Et en fait, je vous montrais ici le tarot de la sagesse des sorcières, mais l'oracle de la sagesse des sorcières, le tarot de la sagesse des sorcières n'ayant en vrai rien à voir du tout, jusque dans les traductions françaises. En français, les gens sont pas toujours très inspirés pour traduire les titres, donc s'inspirent de choses qui n'ont rien à voir pour le traduire. En anglais, il s'appelle Compendium of Witches. Et donc, je vais pas parler de celui-là tout de suite, parce que je vais plutôt parler d'un oracle qu'on m'a offert. C'est le Witching Hour Oracle, Awaken Your Inner Magic. C'est Jen qui m'a offert ça pour Noël, merci Jen. Alors je vous explique, moi j'étais intriguée parce que je l'ai pas mal vu passer, aussi en vidéo, et je me suis demandé évidemment ce que ça pouvait être et ce que ça donnait, mais moi je l'aurais vraiment pas du tout acheté cet oracle. Bon, si on est sur le mode review, par contre les tranches, bon, il a bien fallu les décoller hein, quand c'est du processus indus comme ça. Marché de masse, parfois on a quand même pas des belles dorures, enfin elles sont plaquées comme ça colle, c'est un peu dangereux pour les cartes, mais au final ça donne super bien. J'adore ce vert pâle. Donc moi je l'avais remarqué, j'avais été regarder, j'ai fait oula les illustrations, pas du tout pour moi, parce que beaucoup trop digital. Désolée, du coup, je ne sais pas si elles sont vraiment brillantes. J'allais dire, je crois qu'il y en a certaines qui vont accrocher la lumière parce que j'ai dû allumer toutes mes lumières et qu'il y a aussi une fenêtre derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont particulièrement brillantes, mais celles-ci, elles sont brillantes. Voilà, c'est pas le plus dérangeant, parce que ça dépend un peu des reflets. On a connu du brillant plus dérangeant que ça. Ok, donc, ouais, c'est vrai que quand c'est du travail vraiment d'illustration digitale comme ça, je sais même pas les cuillères là tout de suite pour vous expliquer, mais je pense que si vous me suivez dans les vidéos, vous savez, c'est le genre de choses que je trouve ultra répétitif, qu'on sort des jeux avec ce genre d'esthétique, d'après moi, à la chaîne, que c'est hyper vite produit et que c'est beaucoup moins inspiré que certains types de tarot et d'oracles qui sont faits d'une façon
moins on travaille sur ordi, disons. Mais bon, après, c'est pas que genre je n'aime aucun tarot ou oracle qui serait créé à la base de façon digitale. J'ai des énormes coups de cœur là-dedans. Mais là, quand c'est un peu le même style que ce qu'on voit partout, c'est nettement moins mon truc. Après, je reconnais là, en voyant les images, qu'il y a quand même quelque chose que je trouve joli, même si je le trouve pas très... Voilà, un peu les effets de fausses paillettes, les petits cercles comme ça et tout. Voilà, il est assez touchant. Et un truc qu'il faut constater aussi, c'est qu'il est très axé sur la pratique de personnes qui sont plutôt dans une question sorcellerie au sens large, hein, au sens pas que des rituels ou des sorts, mais aussi au sens plus spirituel. Et voilà, par exemple ici avec les os suspendus, on a quelque chose qui est un rituel qui peut être assez simple. Mais voilà, il a quand même un thème assez précis que je ne sais pas si... Enfin, Jen l'a pris, elle m'a dit, bon, finalement, je suis pas certaine que c'est ce dont j'ai besoin, parce que c'est clairement pas du tout un oracle généraliste. C'est un oracle qui est vraiment centré sur la pratique du craft, hein, comme on dit en anglais, et spirituel en général. Ok, moi, ça peut me parler, parce que sur certaines choses, je vois des blocages. Alors, je suis pas dans des trucs sorcières au sens strict, hein, au sens sort, rituel, etc. Mais pour certaines choses... dans une acception plus large du terme, et on gagne à l'avoir, hein, déjà dans une optique féministe, mais aussi dans une optique féministe, éco-queer et tout ça. Je pense que ça nourrit quand même pas mal ma pratique. Et je dois dire que j'ai quand même des blocages par rapport à certaines choses ou des choses qui sont un peu en stand-by dans ma pratique pour l'instant. De ce côté-là, ça me parle. Donc c'est réveiller votre sorcière intérieure. C'est très New Age, comme ça, sorcière intérieure... déesse intérieure, etc. Je pensais que depuis les années 80-90, c'est plus trop ce genre de choses. Et vous allez voir la même chose avec le tarot des déesses de la nuit dont je vais vous parler après, qui pour le coup est très bullshit New Age pour certains trucs, mais que voilà. En fait, je l'aime bien, hein, mais il y a tellement de déconstruction à faire. Là, pour le coup, on a des personnes qui ont une vraie réflexion sur ce qu'elles font, avec Lauren Anderson ici, qui est aussi à la création des saisons de la sorcière, Seasons of the Witch, là. Donc, clairement, formidable, d'ailleurs, c'est le premier titre ici. Mais là, elle a dit qu'elle a été inspirée de créer cet oracle quand elle était elle-même dans une période de doute sur son chemin spirituel et qu'elle questionnait ses croyances. Et donc, les énergies qu'elle a canalisées à travers ce jeu l'ont aidée à redécouvrir son véritable elle. Bon, un concept qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on peut comprendre ce qui est dit là. Et maintenant, elle nous l'offre pour que ça nous soutienne, alors qu'on fait un pas vers notre véritable pouvoir. Donc là, on a quand même un truc un peu développement personnel, un peu chelou. Là, on a manifesté la meilleure version de vous-même. Pour moi, c'est un truc assez... Bon, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de concept et je ne vais pas revenir maintenant tout de suite parce que je le fais régulièrement sur tout ce qui me pose problème avec ça. J'essaierai de linker quelques vidéos où j'en parle, notamment autour de la carte du soleil. J'en ai parlé pas mal ces derniers mois. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est pour moi très ancré dans la culture du bien-être, dans un truc très néolibéral finalement, avec la meilleure version de nous-mêmes. Mais malgré les a priori qui sont aussi du marketing, hein, il faut le savoir, souvent le blabla qu'on voit sur des trucs, surtout quand c'est des maisons d'édition comme Rockpool qui ont aussi une tradition, une habitude de nous sortir des trucs plus new age de temps en temps. Désolée, ma chaise grince. Parfois, quand on plonge dans les oracles eux-mêmes, il y a un peu plus de complexité. En tout cas, quand je vois les titres, les saisons des sorcières, Omere, les cycles, voilà, je peux travailler sans problème avec ça. Entre à tes propres risques, pause, ok. Les herbes sorcellisantes de sorcières, le fait de se nourrir, ok. As above, so below, comme en haut, en bas, la manifestation, hein, un principe très important pour nous. Donc, voilà, ça, moi j'y adhère complètement. Le fait de tracer le cercle, ok, monter les vibrations, faire monter les vibrations, c'est peut-être du coup là pour le coup un concept qui moi me parle moins, mais juste en voyant les images et en voyant le titre, il y a quelque chose qui me plaît là-bas aussi dans le fait, le côté safe que nous ramène le cercle, et dans le fait de concentrer l'énergie pour l'appliquer à quelque chose de précis qu'on peut voir au niveau de l'énergie du rituel et d'un cercle tracé, voilà, un véritable cercle de sorcières ou de rituels, mais qu'on peut aussi appliquer à d'autres aspects de notre vie. Donc là-dessus, je trouve ça assez intéressant. La cape et le poignard,
déception, dans le sens un peu trahison, dans le sens des illusions. Se baigner dans la rivière, le soin, etc. Donc là, moi, je vois, j'ai pas forcément d'exemple à donner, comment les appliquer malgré tout. Alors, il y a des choses qui m'ennuient plus, comme le sentier secret, l'ascension. C'est numéroté, mais ça reste un oracle, donc tout n'est pas nécessaire. S'il y a des cartes qui m'ennuient vraiment, je pourrais encore les laisser de côté. Je crois pas que je le ferai parce que je me vois capable de les inclure quand même. Après, il faut pas se mentir, c'est pas un oracle que je vais utiliser tous les 2 jours non plus, mais c'est un cadeau sympa, ça me permet de sortir de ma zone de confort et d'explorer un oracle que sinon j'avais mis de côté sur ma liste, et je remercie Jen pour ça. Ça me fait dire aussi qu'il faudrait vraiment que je rende disponible ma wishlist des tarots et oracles qui m'intéressent. Alors les tarots qui m'intéressent, comme j'ai des goûts plus spécifiques, en fait il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est ce que j'utilise le plus et j'ai vraiment des goûts très spéciaux. Dans les oracles, je les utilise moins, mais du coup, je me permets un petit peu plus de fantaisie, je pense. Et aussi parce que c'est quand même plus facile de créer un oracle qu'un tarot. Et donc, il y a beaucoup plus d'oracles qui sortent fréquemment avec du coup des esthétiques et des intentions qui vont me parler. Et sur les tarots qui sortent un peu en mode vite fait, bien fait en ce moment, évidemment, on est beaucoup moins sur des perspectives qui vont me parler. Et donc, j'ai pas encore, franchement, je me suis vraiment pas plongée dedans, par regarder un peu les cartes comme ça quand Jen me l'a offert, et peut-être encore à un autre moment. Ce que j'ai vu des textes, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien hein, quand on a comme ça 2 mots-clés, quelque chose qui nous décrit là, le Book of Spells, le grimoire qu'on a ici, ou livre des sorts, et le mot, l'apprentissage. Je trouve que c'est déjà pas mal. Bah, du coup, on va peut-être prendre celui-là pour voir ce qui est noté. Je pense pas que je vais être très en forme pour la traduction. On a apprends, cherche des conseils et développe davantage tes compétences dans les parties mots-clés, ce qui est quand même assez sympa. Et puis, on a une carte compagne dans le tarot, ça je trouve ça vraiment super cool, et c'est le 8 de pentacle là-dessus. Là, ça pourrait déjà m'être utile, parce que je peux voir directement comment aussi activer peut-être une carte de tarot en la mettant avec, par exemple, sur ma table de travail ou des trucs comme ça. Ok, ça m'a l'air tout à fait sympa ce qui est noté ici. Et on a aussi des cartes compagnes dans le jeu lui-même. Ok. Bon, par exemple, là, je lis que rapidement, mais ça m'a l'air assez sympa quand même. Je me vois bien l'utiliser dans le livre, mais je testerai quand même un peu le livre et je pense que c'est quand même moins développement personnel et éveil spirituel, que ce qui est noté là derrière, et qu'il y a certainement moyen de l'utiliser davantage. Donc c'est une surprise sympa de la part de Jen. C'est toujours risqué d'offrir des tarots et oracles à quelqu'un, parce qu'au-delà de l'esthétique qui nous parle, il y a aussi nos divers besoins. Puis c'est pas juste une question d'esthétique ce qui nous attire dans un tarot et oracle. Moi j'ai aussi tendance à offrir des oracles aux gens, et parfois voilà, donc on peut se dire waouh, c'est un peu, ouais, c'est risqué toujours. Et je suis contente que mon amie Jen ait pris ce risque pour moi, car avec les doigts pour Jen. Ok, bon, je vous ai déjà montré la sagesse des sorcières, du coup je vais passer à autre chose. C'est le tarot des déesses de la nuit. En fait, avec Rose, on ne se faisait pas de cadeaux là à Noël, juste parce qu'on ne fête pas Noël déjà. Enfin, il y a Jen qui est venue chez nous le 25, mais à part ça, on fait vraiment rien. Et au niveau financier et au niveau tout, on s'est dit qu'on préférait quand même essayer de se faire des cadeaux au fur et à mesure dans l'année, quand c'était possible, qu'on trouvait des petits trucs, mais qu'on n'allait pas non plus se forcer à se faire des cadeaux à Noël. Donc ça, c'était la base. Alors que souvent, ce que je fais à Noël, je fais « Ok, alors, je vais commander ça en ligne. » Et voilà, c'est mes tarots du moment. Donc cette fois-ci, on est parti sur autre chose. Bon, je vais sortir le tarot d'ici, comme ça je vous montre des images en vous en parlant. Sauf qu'on est allé entre Noël et Nouvel An à Bruxelles, dans une librairie à Bruxelles qui s'appelle je ne vais pas donner le nom, une grosse librairie. Mais du coup, ils ont un super gros rayon ésotérique, plus intéressant que dans des librairies spécifiques dites ESO, qui ne sont pas très intéressantes à Bruxelles, très honnêtement. C'est une librairie où j'évite d'aller parce que c'est vraiment le grand commerce du livre, qui avait des gros cas de harcèlement pendant des années là-bas. Et je connaissais des gens qui avaient travaillé là, c'était vraiment avéré, quoi. Même avant que ça sorte comme scandale public, tout le monde à Bruxelles le savait, en fait. Donc, je crois que je suis allée qu'une fois dans ma vie avant. Là, bon, soi-disant, il y a eu un changement de direction, et donc c'est mieux. Après,
faut attendre de voir, mais je me suis quand même laissée tenter d'aller à Filigrane. Je voulais pas donner le nom. Bon, on préfère les petites librairies indépendantes, bien sûr, mais bon, parfois, en tout cas pour ce qui est d'avoir un choix de tarot et d'oracle, c'est là qu'il faut aller. Et ils ont aussi une succursale corner à la rue Le Poutre à XL, où ils ont une sélection féministe qui est vraiment intéressante et aussi des employés qui sont quand même vraiment sympas pour vous guider dans vos recherches et tout. Et qui sont aussi près de toutes les bouquineries d'XL du genre pêle-mêle, les petits riens et tout, ce qui peut vous permettre d'aller chercher les bouquins en seconde main avant d'aller chez Filigrane. Enfin, je voulais vraiment pas nommer Filigrane. Bon voilà, comme ça vous avez mon avis déjà détaillé sur Filigrane. Et vraiment, je ne sais pas si je dois croire ou pas le fait qu'ils ont pris des mesures pour qu'enfin on respecte les employés là-bas et qu'il y ait moins de harcèlement sur place. Je n'en sais rien du tout. Je vous laisse mener votre enquête si vous avez envie de passer à Filigrane. Mais donc, pour la deuxième fois de ma vie, alors que je suis arrivée à Bruxelles en 2022, en 2002, pas en 2022, non, je suis vieille pour mes études, je suis allée à Filigrane avec Rose et j'avais vraiment l'intention d'aller dans la section tarot et oracle parce que je savais qu'ils avaient une grosse collection. Voilà, pour l'histoire, qui me permet en même temps de vous montrer ça. Alors, ce tarot des déesses de la nuit, j'ai fait des allers-retours avec lui, ça fait déjà quelques années, je pense que c'est 2020, la version française c'est noté là à l'intérieur, mais bon, on va me croire sur parole pour l'instant. Non, si on a moyen de vérifier une information rapidement, on la vérifie qu'à tout, 2020, je vais déjà regarder, pour la version en anglais. Et j'ai tout de suite vu que des gens très intéressés, j'étais du coup très intriguée. Hein. Déjà, le principe, en anglais, il s'appelle Intuitive Night Goddess. Donc, les déesses de la nuit intuitive. Et alors moi, il y a un truc que je trouve vraiment spécial. Donc, j'étais intriguée, j'ai regardé des walkthroughs, j'ai regardé des gens qui en parlaient. J'étais vraiment intriguée. Mais un des trucs qui m'a le plus vite rendu très mitigée par rapport à ça, c'est le fait, donc c'est des collages digitaux, et je trouve ça beaucoup plus inspiré que ce qu'on voit parfois en collage digital. Je dois dire que la personne a vraiment été fouillée pour avoir des trucs variés. Ce que je déteste dans le collage digital, c'est genre, ah, alors ils ont trouvé une fleur qu'elle aimait bien, là, la créatrice de tel jeu, par exemple, je ne mentionne pas de jeu cette fois-ci, et du coup elle revient telle qu'elle, hein, même pas genre on a été chercher dans différents livres ou quoi, et elle revient tout le temps dans le truc, sans qu'il y ait vraiment une signification spéciale qui lui est associée, d'après ce qu'on peut lire dans le livret, et d'après ce que je constate, au fil des cartes, je n'arrive pas à trouver le lien de la symbolique que la personne a décidé. Bon, ici au moins, il y a vraiment un effort qui est fait sur la variété des illustrations, et un effort, vous allez voir par la suite, que j'approuve ou pas, dans la symbolique de chacune des choses qui est représentée dedans. Moi, ce qui m'a plus bloqué, c'était d'avoir été chercher des photos et images style gravure ou images de magazines anciennes, hein, pour beaucoup qui nous font penser, hein, comme on voit ici, à la silhouette, je dirais quand même première partie du XVIIIe siècle, parce qu'on n'a pas encore la silhouette, le corset en S, qu'on va voir plus dans les années 1860-1870, aussi au niveau des manches et tout, ça me fait un peu penser 1830, et côté très début du règne de la reine Victoria, comme ça. Voilà, comme on sait que... Bon, ça m'ennuie un peu que le côté victorien et que l'histoire de la mode, quand on utilise le costume, pour nous, maintenant, avec les vidéos et tout, on a de plus en plus des références anglaises, mais là, je vais le prendre par facilité. Donc, c'est parce que c'est un peu impérial, évidemment. Enfin, c'était d'office un empire, Victoria. Mais donc, ce qui m'a le plus dérangé, et on a vu ça dans beaucoup de jeux depuis lors, mais je pense que c'est un des premiers qui a fait ça, c'était ce truc de parfois, on trouve pas des personnes racisées pour illustrer ce qu'on veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des images de personnes blanches et on va les coloriser d'une façon à avoir de la variété, de la diversité, etc. Ça me paraît un peu surfait, là, par exemple, dans cette robe style empire. Et en même temps, voilà, parce que c'est tellement un truc bizarre d'un point de vue, comme anachronisme, en fait, d'aller substituer une expérience racisée, sachant qu'à l'époque, si tu vas chercher un truc d'une époque où l'esclavage était si fort avec un idéal de tenue bourgeoise ou aristocrate blanche et tout ça, que tu substitues une personne racisée, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et du coup, bah, l'invisibilisation des personnes racisées dans l'art, déjà, c'est aussi quelque chose qui est le fruit de l'histoire et de ce qu'on a gardé, et de ce qu'on montre, et de ce qui est plus facile à trouver maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Et aussi, bah, c'est un problème en soi. Et donc, est-ce que tu veux
intéressée à une époque où dans les photos, dans les peintures et tout, on trouve des personnes racisées qu'à travers le regard d'un colonisateur blanc, suprémaciste blanc, etc., etc. Ouais, je trouve ça pas facile, hein, et en tant que personne blanche, je sais pas si c'est à moi de me positionner, mais en tout cas, moi, ça me mettait extrêmement mal à l'aise par rapport à ce jeu, de pouvoir juste décider qu'il suffit de coloriser des anciennes images et on n'a plus de problème de diversité, mais c'est nier toute l'histoire qui nous a fait amener à un système de racisme et la colonisation, etc., etc. Et c'est encore très colonial, finalement, je trouve, comme façon d'appréhender un jeu, de créer un jeu en tant que personne blanche, je trouve. Et il n'y a pas que ça, il y a vraiment des images de personnes racisées dans le jeu, mais il y en a d'autres où c'est de la colorisation. Je sais pas, ça me posait problème. Je trouvais que c'était une solution un peu facile au lieu d'appréhender la complexité de la chose. Ça, c'est ma première réaction. Et je me rends compte que je vais très vite pour passer les images alors qu'il y a tellement de détails et qu'on peut gagner à y voir. Et je trouve que les gens qui sont vite contents en mode « Oh, mais c'est un jeu d'hiver », comme j'en ai vu plein en regardant des reviews, j'étais genre « Ok, mais d'où viennent ces images ?» Et donc jamais on a un truc, ok, j'imagine pour pouvoir publier comme ça en mass market un jeu avec du collage digital, évidemment, tu prends des images libres de droit. D'après moi, ça ne te dispense pas de nous donner la source de tes images. Personne ne fait ça dans le monde du tarot, dans les collages digitaux en général, parce que voilà, 2024 et on n'en a plus rien à foutre de ce genre de choses. Mais pour moi, je trouve ça vraiment... Ok, peut-être c'est ma formation d'historienne, mais franchement, c'était il y a vraiment longtemps, hein, je suis pas non plus rigide de l'histoire, quoi. Mais je trouverais toujours ça intéressant de savoir d'où viennent les différentes parties du collage digital comme ça, parce que c'est pas compliqué. Tu vas sur des banques d'images, tu vas sur des sites d'images libres de droit, tu sais nous dire d'où viennent les images, tu sais nous dire de quoi tu t'es inspiré. Donc ça, c'est des choses qui vont vite me perturber parce que je suis rigide de ce genre de choses et en plus j'en suis fière. Mais ceci dit, au fil des années, hein, parce que maintenant ça fait faire 4 ans qu'il est sorti ce tarot, je le revoyais passer et je me disais, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il faudrait que je l'ai en main, que j'essaie de le manipuler parce qu'il y a des choses que j'aime bien déjà dans les collages. J'aime beaucoup et en général, je suis assez peu sensible au collage digital parce que voilà, je viens pas de cette école-là, que j'ai toujours aimé faire des collages physiques et récolter des vieux papiers aussi, les chiner pour pouvoir faire des collages physiques avec des vieux papiers. Enfin, donc voilà, ce côté un peu la foison d'Internet, c'est pas ce qui m'inspire le plus au niveau des collages. Mais là, j'étais vraiment intéressée. Je trouvais qu'il avait une qualité que d'autres n'avaient pas forcément. Malgré mes réticences initiales, et puis je le revoyais passer, je me disais, bon, j'ai quand même envie de le tester, on verra ce que ça donne le livre. Ok, alors je reviens quelques heures plus tard, et aussi une bonne crise de douleur plus tard, donc j'ai vraiment perdu le fil et je ne vais pas essayer de réécouter où j'en étais, parce que j'ai de nouveau pas beaucoup de temps devant moi avant que Rose ne s'affaire dans la pièce à côté, donc je vais essayer de parler de ce tarot le plus vite et correctement possible, et puis de l'autre oracle, et je vais essayer de pas trop bouger pour pas faire grincer ma chaise aussi. Tout un programme. Et là que c'est pas top, hein. Bon, en gros, ce qu'on a retenu, en tout cas, avec ce tarot, c'est qu'il fallait que je le teste pour pouvoir me faire mon opinion, parce qu'à force de le voir et de le revoir, je le reconsidérais quand même. Je me disais qu'il pouvait y avoir des chances qui me plaisent. Alors, du coup, je me dis que je ne vous ai pas dit qu'il était paru aux éditions First dans la version en français. C'est certainement le fait qu'il soit disponible en français qui m'a permis aussi de le revoir, de reconsidérer la possibilité de l'acheter à un moment. Et le voilà. Oui, alors, j'ai regardé plusieurs types de vidéos, je trouvais qu'il accrochait un peu plus la lumière en français, mais dans la version française, mais en fait, les cartes sont tout à fait mates. Ouais, ça pourrait être plus mat, hein. J'ai du noir plus mat que ça, vous voyez, mais il n'y a pas un vernis brillant par-dessus, c'est pas laminé d'une certaine façon, c'est juste, ça va dépendre des reflets, et là, vous avez la fenêtre juste derrière, et puis si je le mets là, ça capte la bougie, mais ça reste lisible.
C'est vrai que je pense que ça doit être plus ou moins le même format que les cartes en anglais. Et c'est vrai qu'il y a tellement de détails dessus que je me demande si on gagnerait pas à avoir un plus grand format pour les cartes. D'autant plus que dès qu'il fait un petit peu sombre, et avec ces jolies couleurs de la nuit, c'est un tarot qu'on a envie d'utiliser le soir. De toute façon, le soir, la nuit, c'est longtemps à cette période-ci de l'année. On est début janvier. Et donc, dans ce cas-là, il devient assez difficile à lire. Je ne sais pas si c'est la qualité des cartes ou... bon, c'est pixelisé comme blindé de trucs mass market. Ça n'est ni plus ni moins qu'un autre. C'est correct comme qualité pour ce type de jeu. Mais oui, je regrette parfois que dans des climats où... Quand dans mon contexte, j'ai pas assez de lumière, je vois pas bien les cartes. Je suis en mode combien de petites lampes je dois allumer à côté pour pouvoir apprécier les détails. Ok, pour l'instant, je suis séduite, en tout cas par l'esthétique, malgré mes réticences sur pas mal de points. Et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose d'assez intéressant. En fait, si vous avez entendu, il y a plusieurs choses qui sont ressorties, que moi, j'ai pas forcément tiré comme conclusion au moment de faire ces vidéos, mais qui sont ressorties comme conclusion personnelle. Après avoir fait les vidéos, je vous montrais tous les tarots et oracles de ma collection, tous les jeux de ma collection. Et parmi ça, il y avait, et j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais, attendez, ça va me revenir. Ah oui, que les jeux de déesses. Les jeux avec des déités en général, et les déesses en particulier, parce qu'il y a davantage de jeux avec des déesses. Quand ça a été des choses qui abordaient des déesses particulières, ça pouvait être assez difficile parce que, en fait, je préfère voir une carte comme celle-là, avec le mot-clé méditation. Donc, vous avez vu l'arcane majeur. Les atouts ont été largement renommés d'une façon que je trouve vraiment intéressante. La méditation pour pendu, avec en plus la planète Neptune en fond, c'est vraiment excellent. Là, ça va m'évoquer plus de choses en tant que peut-être des références à des déités, peut-être, parce que c'est aussi un des aspects de ce jeu, le divin à l'intérieur de soi, le divin en toute chose, mais je trouve ça plus libre que parfois quand on a des cartes de déité très précises, c'est parfois pas facile parce que ça peut être un panthéon avec lequel on travaille pas ou on relationne pas, ça va pas nous inspirer, et que je préfère avoir des références au divin dans l'ensemble du jeu. Donc ça me parle quand même déjà beaucoup, je trouve que c'est plus facile comme jeu de déesse. Maintenant, est-ce que c'est un jeu que je vais utiliser à des fins de dévotion, de prière ou quoi, avec des déesses particulières? Pour l'instant, je le vois pas forcément, mais là, par exemple, je pourrais voir le symbole de la métisse qui va me renvoyer plutôt à des déesses qui peuvent être des prêtresses, qui peuvent être des protectrices, qui peuvent être en charge de l'intuition ou de la prophétie ou d'autres choses. Et donc la métisse va pouvoir me révéler ça, le fait qu'elle ait son bâton va aussi pouvoir me faire penser à des déités qui vont peut-être garder les frontières entre les mondes ou des déités de passage. Et donc j'aime bien pouvoir fonctionner comme ça. Là, si je vois ça avec le grand félin, ça me fait penser directement à Cybèle, mais je peux avoir plein d'autres choses qui vont me venir de référence à des déités en fonction, ou bien, tu vois, par exemple, des déesses qui ont plein de facettes, et pour parler des déesses que peut-être je connais mieux que d'autres, on va souvent classer à l'époque contemporaine, hein, là, maintenant plutôt inspirée par le New Age, comme des déesses sombres. Ça peut me faire penser à, parce que bon, déesse de la nuit, voilà, on a cet aspect-là quand même, mais ça peut me faire penser à certains aspects d'Hécaté, quand on a des déesses comme ça qui ont de nombreux aspects et qu'on relationne avec elles. Ça peut être intéressant de voir en fonction des cartes quel type d'aspect de là ou des déesses nous est renvoyé par ça. Par exemple ici, la présence du miel peut nous faire penser à des déesses qui vont aussi travailler davantage sur le collectif ou sur le côté d'être plutôt industrieuse, la question du travail, etc. Bon, après, on a la dimension de nymphe et donc ça peut aussi nous renvoyer à tout le statut du miel dans la mythologie grecque. Je ne vais vraiment pas rentrer là-dedans. Et puis, si on le prend vraiment au sens propre, du coup, on peut plutôt avoir une envie de penser les nymphes qui correspondent, si je ne me trompe pas, aux pages ou vallées. Il faut que je vérifie. On peut plus les voir comme des déités du lieu ou des manifestations locales
du divin, à vous de voir, ou peut-être je ramènerais plutôt ça si j'étais près d'une chapelle mariale ou quelque chose comme ça, dans un lieu précis. Je n'en sais rien, je vous donne des pistes d'utilisation, mais moi je ne l'ai pas forcément utilisé comme tel pour le moment même. Vous voyez ici avec ce 9 de pentacle que sur certaines images, on est très inspiré de Rider-Waite-Smith, et sur d'autres, on va s'en éloigner davantage. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Ah, Diaz est rentrée dans cette pièce, elle va donc arrêter de crier. C'est bien. Oui, nymphe, effectivement, c'est pour valet. Reine, on a vu, c'était pareil, guerrière. Ça, c'est pas la première fois que je vois ce genre de type d'appellation pour les cavalières. Je trouve ça sympa. Et du coup, les rois sont les... tchouk. Je sais plus. Voilà, monarque ici, c'est pour l'empereur. On va voir des trucs un peu comme ça. Les âmes. Intéressant. C'est intéressant. C'est à tester. Pour l'instant, j'ai des tirages qui sont pas les plus révélateurs avec celui-ci. Mais voilà, on va tester. Est-ce que ce serait pas Victoria ici? Ça, c'est perturbant. Hein, quand on a des personnages réels sur certaines cartes. C'est difficile de voir quelqu'un qui était à ce point impérial dans la Reine de Pentacle, qui justement est quand même une carte de l'harmonie avec ses écosystèmes, de comment on se positionne dedans. Mais si on y voit la Reine Victoria, ça devient un peu difficile d'associer ça à la Reine de Pentacle. Bon, ça c'est généralement le problème des tarots dans lesquels on peut reconnaître certains des personnages qui ont été choisis comme source d'inspiration. Voilà, je sais quelque chose que quelqu'un m'a amené à réfléchir à ça un moment en commentaire. Et je vais probablement pousser davantage aussi cette réflexion un peu plus loin. On a une déesse cornue ici. C'est vraiment des choses qui me semblent tout à fait intéressantes et appropriées pour travailler avec les multiples aspects du divin. Et quelle que soit la façon dont on le conçoit, si on est plutôt panthéiste, comme quelque chose qui va être en toute chose, en particulier à l'intérieur de nous, si on est plutôt polythéiste, comme des choses qui sont réelles à l'extérieur de nous, et enfin, d'ailleurs les panthéistes trouvent ce divin réel aussi, et toutes les formes de petites choses qu'il y a entre les deux, je crois qu'il y a quand même même pas entre les deux, qu'il y a tout autour hein, de nos conceptions de la théologie, ou dans ce cas-ci de la théalogie, je crois qu'il y a quand même quelque chose de vraiment intéressant là-bas. C'est un autre jeu qui est exclusivement basé sur les femmes. Et ici, si vous allez lire ça, vous allez comprendre qu'on est davantage sur le féminin, genre le féminin sacré, le genre de choses qui a vraiment super tendance à mériter. Et donc, il y a des choses super intéressantes dans le livret pour voir, ok, des ronces, comprendre les symboles et pourquoi la personne a choisi ces symboles. C'est cool. Ah, j'ai mis les noms en anglais, là, en crayon, pour savoir... Et la traduction est en général assez facile, donc c'est bon, je voulais pas avoir de doute. Par exemple, wayfarer pour la voyageuse, il y a une notion peut-être un peu d'errance dans le terme wayfarer, qui est pas du tout un nom courant en anglais d'ailleurs, mais qu'on utilise maintenant de plus en plus dans tout ce qui est oracle et tarot. Donc voilà, parfois ça m'intéresse d'avoir ce genre de choses. Pour la voyageuse, pour les amoureux, hein, la liberté, pour le chariot, il y a des libertés qui sont prises au niveau du fait de renommer l'arcane majeur, qui je trouve vont très bien. Moi j'aime bien quand on fait preuve de créativité de ce côté-là. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas vraiment facile d'apprendre le tarot avec des jeux comme ça, et je dirais que c'est quand même vraiment pas compliqué d'aller là et de retenir qu'est-ce qui est quoi. Donc moi je trouve pas que c'est un frein. Je trouve que si c'est l'univers qui correspond à quelqu'un, c'est facile de trouver les correspondances, ou même de s'habituer avec celui-là, et puis de s'habituer à d'autres systèmes quand on change de tarot. Il y a des choses qui m'ont ultra énervée là-dedans, notamment sur la question du féminin sacré, ce truc d'espèce d'essentialisme, vraiment l'essentialisme de genre, hein, de voir les rôles de genre comme quelque chose d'immuable, qui n'est pas dépendant du contexte social, politique, économique, culturel et des liens, et toute la façon dont ces choses peuvent être entremêlées. Je trouve ultra chelou. On a aussi un espèce de côté New Age, mais dans le sens comme on peut retrouver dans des jeux du style les jeux de Kim Krantz, dans le sens de dire donc le New Age,
quelque chose qui a connu un nouvel essor autour des années 60-70, mais qui date plutôt de la fin du 19e siècle, et qui vient quand même de certaines sphères plutôt spirituelles, occultistes et tout ça, comme la théosophie, où une partie du truc, c'était, en tant que blanc, on s'emmerdait un peu dans notre spiritualité, qu'est-ce qu'ont été faire les blancs, un but de leur blanchité, c'était d'être donc on était dans un contexte complètement colonial, hein, on est d'accord, la théosophie, c'est en grande partie, ça s'est développé en Angleterre, si je me trompe pas, donc l'empire par excellence, et non, malheureusement, et donc on avait cette idée, bon, si chez nous c'est pas bien, on va aller piocher à gauche à droite, surtout du côté oriental, hein, avec un grand guillemet, hein, parce que c'est un terme très exotisant, très orientaliste, très essayer de tout mettre ensemble, mais quand même très intéressé aussi par plutôt tout ce qui vient de l'Inde, ben, aussi dans le contexte anglais, hein, l'Angleterre avait colonisé, donc évidemment pillé, exploité, etc., l'Inde. Et donc, on avait ce côté-là, on peut aller se servir dans les différents types de spiritualité, de ce qui nous intéresse, et rassembler tout ça, tout mélanger, et faire un truc, alors que ces spiritualités sont ultra dépendantes de leur contexte, elles sont aussi critiquables. Voilà, par exemple, ici, on parle blindé de karma et tout ça. Moi, j'ai pas une connaissance approfondie de sujet, mais j'ai quand même fort l'impression, dans le contexte aussi occidental, quand on utilise le karma, on l'utilise quand même souvent pour dire il y a des gens qui méritent le malheur qui leur arrive, hein, avec aussi l'idée par rapport à la réincarnation, donc, et aussi, donc, ça me fait penser à l'idée de classe sociale dans notre contexte et de caste potentiellement dans d'autres. Donc, on a tous ces trucs qui sont pas réfléchis, qui sont souvent balancés comme ça, et voilà, par exemple, il y a vraiment des idées sur le masculin, le féminin et tout, qui sont vraiment... je sais pas, j'ai trouvé hein, des choses que... Mais ouais, sur les questions de karma et de trucs de... Donc on a cette question d'appropriation et de pas forcément se questionner sur sa position et donc de faire de l'appropriation culturelle en ce sens que l'appropriation culturelle c'est utiliser des concepts en dehors de leur contexte et se les approprier et souvent utiliser le capital social, culturel et économique qu'on a du fait de sa position et en termes aussi de couleur de peau évidemment pour pouvoir se faire de l'argent là-dessus quoi. Et après c'est difficile de savoir parce qu'on ne sait pas toujours quel est le positionnement de la personne et le respect qu'elle a des traditions qu'elle s'inspire, etc. Pour parler d'appropriation culturelle, je trouve ça un peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, dans la façon dont certaines choses sont prononcées ici, sont affirmées, il y a vraiment des choses qui m'ennuient beaucoup. Et je voudrais essayer de trouver un exemple. Pour l'instant, j'ai juste été piochée à gauche, à droite. Mais je vais quand même voir, je vais essayer de tout voir parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir, ok, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme symbole de quoi. Voilà, là on a pas mal de références au chakra et tout ça, voilà, il faut le savoir. Mais je saurais pas dire... Oh, par exemple, ici on a l'hermine qui représente la pureté morale, la noblesse et l'innocence. et ok, d'accord, mais c'est la royauté quoi, donc qu'est-ce qu'on change au tarot quand on est encore sur ce genre de choses Je crois pas que je vais avoir d'exemple, je crois que ça va être trop long si j'en cherche. Mais voilà, sachez que il y a vraiment des choses sur lesquelles j'ai trop tilté, il faut le savoir et faire preuve d'esprit critique sur certaines choses qui nous sont un peu présentées comme ça, comme immuables et tout, alors que ça n'est pas forcément. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant, et si jamais je suis pas d'accord avec certains des symboles qui ont été choisis et pourquoi, et des explications qui sont données ici, je suis quand même contente que ces symboles nous soient livrés à chaque fois, et qu'après, moi, j'en fais ce que je veux, et je garde ce qui m'intéresse ou pas dans l'interprétation des cartes. J'aime bien la qualité, comme souvent chez First Edition, les cartes elles sont assez légères comme ça, et donc on a l'impression au début qu'elles sont pas solides, qu'on va les abîmer en les mélangeant et tout, mais en vrai, elles ont juste un bon retour dans la flexibilité, donc elles sont fines. Moi ça m'arrange parce que comme ça, avec mon CED et le fait que j'aime bien me balader avec le tarot, je peux les balader partout. La tranche noire est sublime et elle s'abîme pas tant que ça, alors que je mélange par les bords. Voilà, franchement, j'adore cette souplesse et c'est vraiment plus solide que ça m'en laisse l'impression. Ça va faire une semaine que j'ai le tarot. Oh, le noir s'abîme un peu quand même, mais voilà, il bouge pas
Donc les cartes reviennent bien en place, c'est une souplesse, moi je trouve appréciable. Alors il y a des gens qui sont pas à l'aise avec des cartes trop fines, mais voilà, ça a aussi l'avantage d'être léger, et dans mon cas, ça me facilite, en plus en ce moment j'ai vraiment assez mal aux mains, la manipulation. Après quand je suis dehors, j'ai vite fait de les laisser s'envoler, ou avec ma proprioception pourrie, d'en perdre. Donc voilà, faut faire attention. Mais pour l'instant, je reste mitigée sur certains aspects. Et c'est intéressant parce que c'est les étoiles qui sont dans le fond, comme ça représente le cosmos. Mais j'ai vu Don Michel qui en parlait il n'y a pas longtemps, dans une vidéo sur ces jeux d'hiver, et qui disait que ça fait penser à la neige, les points derrière, et donc c'était un jeu d'hiver parfait. Et je pense que c'est ça qui a achevé de me convaincre, et quand j'étais à Filigrane et que je faisais le choix des jeux que j'allais prendre, je me suis dit, ah bah oui, chouette, je vais vraiment l'essayer comme jeu d'hiver. C'est maintenant ou jamais, surtout que vous savez, beaucoup des jeux que je sélectionne pour cette période sont hyper colorés. Donc ça permettait de changer. Gosh, il y a un moyen d'être trop longue. J'aurais jamais le temps de finir cette vidéo avant que Rose arrive. Oh, regardez, elle m'a fait un petit pochon dans ce truc-là. Ok, elle l'avait offert à Jen et puis je l'ai repiqué. Un petit pochon de Noël, j'adore. Ok, donc la sagesse des sorcières oracle, qui s'appelle Compendium of Witches en anglais. Il y a aussi une version multilingue qui est parue par Lo Scarabello. Et là, c'est Les Intuitifs, c'est une maison d'édition qui s'inscrit dans le groupe Très Daniel. Bon, je ne suis pas toujours très satisfaite des jeux, ni de la perspective, ni des autoristes, et justement en termes d'appropriation culturelle ou de transphobie et tout ça. Mais bon, bref, no comment davantage. Mais voilà, la qualité en tout cas du box et des cartes, moi, elle me plaît bien parce qu'elles sont grandes. Hein, c'est un format oracle classique là pour le coup. Hein, à comparer avec ici qu'on a, je pense d'ailleurs, un format tarot assez classique aussi. Du coup, ça, c'est peut-être un peu plus petit. Est-ce que la hauteur doit être environ 11,7 ou 12 cm? C'est classique, comme un tarot. Elles sont légères. Elles ont un côté un peu plus cartonné au toucher. Vous entendez peut-être? Agréable. Je pense qu'elles vont peut-être se plier un peu plus vite. Il y a moins de flexibilité. Mais comme c'est un oracle, il y a un peu moins de cartes. Et donc, on le manipule, ça veut dire combien? 60 cartes. On le manipule aussi un peu plus facilement. Il y a deux types de cartes. Les cartes voix, si j'ai bien compris. Il faudrait que je ressorte le livre. Et les cartes murmure. En fait, je pense que la créatrice, si j'ai retenu ce qu'elle disait dans l'introduction, a créé ces 30 cartes ici, en plus des 30 autres cartes, afin de créer un oracle sur base d'un travail qu'elle avait fait, si je ne me trompe pas, initialement, pour un bouquin. Et donc, tout ça est noté ici. C'est un petit livret bien sympathique. Je préfère quand il n'y a pas de couleur sur le livret, ça apporte pas grand-chose parce que c'est pas plus grand que les cartes, donc on voit pas plus de détails, mais c'est plus coûteux en encre. D'ailleurs, je pensais que justement que je devrais dire plus souvent quand il y a des labels, même si on sait ce que valent les labels, sur les conditions d'extraction, d'où viennent les arbres, dans quel type de forêt, où c'est créé. Bon, là, on sait juste que c'est créé en Chine et c'est tout. Comme la plupart des jeux, malheureusement. Mais je me disais, en tout cas, en pensant à l'idée de faire cette review, qu'il faudrait que j'en parle un peu plus souvent. J'ai craqué quand j'ai vu cet oracle passer de temps en temps dans les tirages de la semaine, du mois ou autre que proposait Natalia de Dino Kotaro. Et là, je me suis dit, mais enfin, il me parle quand même. Alors que avant, quand les gens l'attendaient avec impatience, il y a quelques années, sur Instagram, je voyais passer et je me disais, je ne suis pas sûre de l'esthétique en fait. On a encore des personnages, malgré de la diversité réelle, qui sont très minces et qui, je sais pas, il y avait quelque chose dans certaines des cartes où on nous proposait, je sais pas, un truc un peu cucu, je trouvais, je pense. Et puis c'est quand j'ai revu l'ensemble là avec cette édition Mass Market, si je me trompe pas, il y avait d'ailleurs une édition indé avant, mais dites-moi si je me trompe, il y a dû y avoir un Kickstarter ou quoi. J'ai commencé à me sentir vraiment appelée et une envie de travailler avec lui. Alors on est sur un peu la même chose, hein, sauf que là on avait les déesses, là on a des sorcières, on a des personnages qu'on va dire femmes. On ne sait pas si ce sont des femmes cis ou trans, mais on est quand même basé sur femmes dans le choix, hein, c'est des personnages donc de sorcières, et donc on a une sélection de sorcières fictives.
c'est créé par une anthropologue, donc je pense que c'est créé sur ses recherches sur certaines façons de pratiquer la sorcellerie, historiquement et à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. Puis là, on a des espèces d'alliés. Alors, je vais quand même aller voir avec vous ici ce qui en est dit. Et en fait, au final, je ne sais pas, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui m'a fait craquer dans ce style, qui est peut-être pas celui que je préfère dans l'absolu, mais en même temps, ce dessin à l'aquarelle, je trouve ça magnifique. Et puis, j'ai vu le type d'archétype qu'on a choisi là, hein, l'alchimiste, la passeuse du voile, la prêtresse, et je me suis dit qu'il fallait y aller. En plus, vous avez vu, c'est une première pour moi. Je me suis mise à des traductions en français. Donc, on a les cartes voix, les cartes murmures. Et les voix représentent quoi? Dites-nous tout. Dédiées aux sorcières et murmures, cartes décrivant des symboles additionnels. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez en lire davantage. Je ne peux pas revenir là-dessus. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien pour l'instant en tirant une carte focus comme ça. Et puis les cartes à côté. Mais je vais voir ce que ça donne au final. J'ai aussi essayé avec les cartes... hop, je vais vite les mettre en tas. Avec les cartes mélangées, c'était bien, mais un peu moins parlant. En fait, ce qui est bien, c'est que les images sont ultra parlantes et qu'il y a vraiment moyen de les interpréter sans le livret, je trouve, avec le mot-clé et puis tous ces éléments qui sont super intéressants, et que le livret est quand même vraiment bien foutu, qu'on a une histoire où on nous parle de ce qu'on voit sur la carte, du personnage que la personne a voulu invoquer. Et on a quelques mots-clés supplémentaires qui peuvent être vraiment intéressants si on galère un peu dans l'interprétation. J'ai pas encore tout lu, mais j'ai bloqué sur un truc. J'aurais dû mettre la carte de côté tout à l'heure. Et je vais vous en parler parce que ça peut vraiment être un tue-l'amour pour moi pour ce genre d'oracle. Alors qu'en fait, il y a vraiment des trucs intéressants. C'est ça, c'est l'élagage. Je trouve déjà que ça évoque beaucoup de choses, comme c'est un super mot-clé, ça évoque beaucoup de choses comme image et comme mot-clé. Si on tire ça par rapport à quelque chose sur le fait de faire de la place pour du neuf, d'aider à faire de la place, de pouvoir se séparer de ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir faire de la place à autre chose. Sauf que la façon dont c'est formulé, je suis hyper choquée, mais vraiment choquée, hein. Donc superflu, redirection, renforcement. Donc, on nous parle de l'acte de jardinage, etc. Mais attention, comment c'est dit ici à la fin. Identifier les aspects malades, improductifs et non voulus de notre existence permet de rediriger notre énergie là où elle est nécessaire et portera des fruits. Ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui est pourrie, mais probablement que c'est juste la même chose qui est dit dans la version en anglais. Les aspects malades, improductifs et non voulus de notre existence. Je ne pense pas que c'est volontaire de la part de la personne, mais la réalité est que quand on dit ce genre de choses, l'implicite est eugéniste. C'est comme quand on parle du masculin, du féminin, gna gna. On dit c'est des principes, c'est pas lié à la réalité, rapports sociaux, gna gna. Comme si c'était détaché tout le monde de nos imaginaires du reste. Si on dit que les aspects malades et improductifs et non voulus, il faut s'en débarrasser, excusez-moi, hein, mais en tant que personne malade, chronique, en tant que personne non productive et que tout dans la société me rappelle que je suis au rebut de la société, que je ne devrais pas exister, que je suis une profiteuse du système alors que vraiment je souffre hein, au quotidien et que franchement j'ai pas envie hein, de vivre dans une maison sans chauffage ni rien, franchement. Hein. Mais quand même, toute la société me rappelle que je suis une grosse profiteuse de merde parce que j'ai une maladie génétique que j'ai jamais demandé à personne d'avoir, mais même si je l'avais demandé encore que je ne devrais pas payer pour ça. Quand je lis ça lié à notre existence ou à notre psyché, bien sûr que je ne peux pas m'empêcher de me dire mais quel eugénisme de merde avec la montée des extrêmes droites. Maintenant, cet eugénisme, il est partout. Il a percolé partout dans la société en plus parce que tout le monde s'approprie cette pensée d'extrême droite. Maintenant, comme c'était normal, qu'on ne questionne plus, on trouve ça là-dedans. Excusez-moi, vous entendez à quel point je suis fâchée hein, parce que vraiment, mais en tant que malade, vous imaginez bien, enfin vous le savez parce que la plupart de vous, vous êtes dans des états aussi, vous n'êtes pas des productifs ni rien si vous êtes en train de m'écouter maintenant quoi. Je vais pas virer les parties non productives de moi-même parce qu'ils font intrinsèquement partie de moi-même. En plus, avec une maladie génétique, c'est vraiment ce truc, il n'y a pas de moyen de guérir un syndrome d'Ehlers dans l'os. Mes gènes vont toujours être là. Donc, j'ai une maladie incurable et après, je peux faire plein de choses pour gérer mes symptômes, plus ou moins. Mais je sais jamais quand est-ce que j'aurai un truc sur lequel je pourrai rien faire et qui va être encore plus incapacitant. Ou voilà. Hein. Je rappelle que ma grand-mère est morte d'une erreur médicale. Hein. Mes gènes, je sais d'où ils viennent et je sais où ça va m'amener dans ce monde. C'est la médecine hein, qui l'a tué, c'est pas genre sa maladie au final. Si on l'apprenait. Bon, bref. Vous voyez à quel point c'est trigger pour moi. Hein.
Alors que j'aime beaucoup cette carte et qu'on pourrait dire des choses magnifiques, je pourrais, limite là, je devrais l'enlever du jeu tellement ça m'évoque des choses. Et en même temps, vous allez me dire, ah mais Katou, écoute tes ombres, tu peux travailler avec ça. Et là, je suis encore plus vénère. C'est pas mes ombres en fait d'être en colère contre l'injustice, hein. C'est cette société de merde. Hein. Bon, je travaille pas avec le principe des ombres et de tous ces trucs. C'est un truc qui me pose énormément de problème aussi hein, par rapport à la psychologisation de tous nos fonctionnements et comment la psychanalyse s'est imposée dans tout. C'est un concept jungien à la base. Mais bon, bref, je sais pas s'il y a d'autres trucs comme ça dans le bouquin, mais si vous regardez mes vidéos, vous le regardez pour ça aussi, pour avoir cet aspect de déconstruction de certaines des choses que souvent on questionne pas assez. Désolée, je commence à manquer de lumière et j'irai allumer un peu plus après. Et ça me... Waouh! C'est pas détaché d'autre chose si on pense qu'il faut couper les aspects malades et improductifs. Et donc déjà, parce qu'on parle du jardinage et que c'est une bonne chose ou quoi, bah, la nature, avant que les humains décident qu'il fallait la gérer ou fassent tellement de merde qu'ils fassent la gérer, elle s'en sortait très bien toute seule. Le fait qu'il faille, nous, qu'on ait une optique interventionniste, au lieu d'opter pour le réensauvagement dans la nature, c'est aussi notre faute. Mais, donc il y a déjà ça où j'aurais fait coup-ci, coup-ça, quoi. Mais là, ce truc, waouh, j'ai hâte de tout lire parce que je voudrais savoir. Mais c'est vraiment un truc, ça appuie sur mes triggers et je veux pas, c'est pas sur tout ce que pense d'office toute la personne qui a fait ça. C'est pas l'ensemble de son travail, je le connais pas, je peux pas dire, j'ai rien à dire là-dessus. Mais cette phrase est profondément eugéniste. Et elle me dit profondément que mon existence ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'il faudrait la couper parce que je suis une charge à cette société qui s'en sortirait tellement mieux. Et c'est tellement partout, et c'est tellement fasciste. C'est fascisant comme phrase, en tout cas, et on le questionne même plus maintenant. Mais l'eugénisme, enfin, on a vu ce que ça a donné quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois pas que c'était pour rigoler, quoi, hein. Genre, faudrait peut-être bref. Je ne vais pas revenir sur les expériences. Ok. Vraiment, je sais pas. Et ça, c'est un autre truc. Ok, d'accord, maintenant je sais ce que je voulais dire par rapport aux déesses de la nuit. L'eugénisme. Il y a des références à un certain moment sur le fait d'être poussière d'étoiles et de retourner aux étoiles et des trucs comme ça. Je ne sais plus sur quelle carte. Je vais peut-être essayer de chercher. Peut-être c'était la mort. Qui, bon, en soi, c'est neutre, faut pas revenir, j'en sais rien, en fait, j'ai rien à dire sur la pertinence historique de ça. Non, c'était pas ça, c'est sur un autre truc, je pense. Je crois que j'avais colorié avec mon feutre mauve qui donne bleu sur du noir. Est-ce que je vais le retrouver facilement ? Voilà, je suis pas sûre exactement que c'est ça que la personne a voulu dire, mais il y a tout un mouvement, il y a pas mal de jeux qui ont été traduits en français aussi, des stem seeds en anglais, donc c'est le fait d'être des semences, des graines d'étoiles comme ça, qui aussi est super à la mode dans les milieux de suprémacistes blancs et de nazis aux États-Unis et tout ça, parce qu'en fait, ça part du principe que certaines personnes se sentent tellement à part dans notre société, mais au lieu d'être travaillées sur les rapports matériels, les rapports de pouvoir et tout qui font ça, ces personnes disent « nous, on vient d'ailleurs, on va retourner ailleurs ». Et en fait, dans plein de versions, en fait, c'est un peu pensé comme ça, à gauche, à droite, dans un tarot, dans un oracle et tout, on se rend pas forcément compte de ce qu'il y a derrière. Et j'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Antique qui avait partagé des références de recherche sur le sujet qui étaient vraiment intéressantes parce qu'en vrai, ça a dévié, et historiquement, hein, parce que ça vient des occultistes du début du XXe siècle et tout, qui étaient eugénistes et voilà, il y a quand même un continuum hein, entre une certaine pensée entre guillemets païenne et les milieux néo-nazis et les nazis, pardon, et les penseurs nazis qui ont donc donné pas juste n'importe quoi, genre vraiment de l'eugénisme pur et appliqué. Et donc dans celui-ci, on a ces références-là il faudrait que je plonge davantage dans le livret, mais déjà moi ça me fait peur d'avoir ça, puisque donc ce que ça a donné, ce genre de pensée, c'était qu'en fait, ouais, on vient des étoiles, donc on n'est pas comme les autres humains, nous on est au-dessus de la matière en quelque sorte, enfin, on est la matière suprême, et donc on est la race suprême. Et donc il faut qu'on supprime les autres, ou qu'on s'autorise une espèce de supériorité, de pouvoir sur eux, on a plus à dire, et tout, on est des espèces d'êtres supérieurs. Et c'est vraiment un truc, vous le savez, je pense, hein, que...
qu'il y a des gros problèmes de dérives fascistes, nazis et tout dans les milieux de la spiritualité, et complotistes aussi, et anti-science, et gna gna gna, nous on sait mieux, nous on est valide, enfin tous les trucs. On a aussi vu beaucoup pendant la pandémie du Covid, hein, où ça pouvait mener à un certain milieu du bien-être ou de la spiritualité, voilà, dans une espèce de supériorité et de limite pensée, hein. C'est aussi l'eugénisme, hein, que les gens qui meurent d'une maladie parce qu'ils sont plus fragiles ou parce que, voilà, pas de chance, en fait, ils l'ont mérité parce qu'ils étaient plus faibles et ça fait le ménage dans la société, etc. On l'a beaucoup entendu dans la société en général et on l'a en particulier entendu dans nos milieux ésotériques. Et donc, dès que je vois ce genre de choses, je dis pas, il faut que je lise davantage, j'en sais rien. C'est forcément quelqu'un qui s'inspire de ce milieu-là ou bien qui connaît toute l'histoire de ces concepts de poussière, enfin pas de poussière, de graines d'étoiles ou des trucs comme ça. Mais en fait, il y a du racisme, il y a de l'eugénisme dans ces théories-là et il faut s'en méfier énormément. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu l'occasion, là, cette vidéo, de vous dire voilà, comment j'aborde aussi des nouveaux tarots et des nouveaux oracles, d'autrices que je connais pas forcément, de créatrices que je connais pas forcément à la base, en me disant, attention à cette formulation, parce que peut-être que la personne n'a pas forcément réfléchi ni rien, mais dans nos milieux ESO, on entend souvent ça, dans un contexte où ça veut dire, par exemple, la personne a un cancer du sein, elle a un problème avec sa féminité, elle se l'est créée. On entend des psychiatres, hein, moi j'ai entendu des médecins, thérapeutes jungiens et tout me dire texto des trucs pareils. Hein. C'est un nom aussi, j'ai une amie qui a fait une formation là-dessus, de certains courants de guérison et tout, qui s'intéresse un peu à ça, quoi. Mais comment tous nos problèmes de santé, en fait, ils viennent de quelque part, parfois c'est lié le trauma au corps. Moi, c'est intéressant le somatique en général, mais dans ce cas-là, c'est souvent quelque chose qui est vraiment pas loin des dérives sectaires, où on l'est souvent d'ailleurs, hein, qui crée de l'emprise sur les personnes, et qui aussi est profondément... Genre, ok, alors il n'y a pas tous les facteurs épigénétiques, environnementaux, toutes les merdes qui sont partout, l'industrie, tout ça n'existe pas, c'est forcément dans notre histoire. Ton côté gauche, c'est ta mère, ton côté droit, c'est ton père. On va chercher d'où vient ton traumatisme. Bon, bref, je pars dans tous les sens. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses qui dérivent de ce genre de choses. Comme si on avait mérité, en fait, les aspects malades ou improductifs de nous-mêmes. Et que si on va avoir tel guérisseur ou telle personne qui peut avoir du pouvoir sur nous, on y arrivera mieux, ou bien soi-même, souvent c'est faut travailler sur toi-même. Oh, t'as un cancer du sein, mais c'est normal, t'as un problème avec tes féminités, guéris ton problème avec ta féminité dans ce monde patriarcal et tu verras, tu vas guérir. Et si tu guéris pas, la mentalité implicite derrière, souvent, parce que souvent c'est quand on a des maladies de ce type, l'idée qu'il y a des warriors, quoi, qu'on se bat, que c'est pas juste la grande loterie, qu'en fait, en grande partie, tu peux rien, en fait, si tu vas vivre ou mourir, mais que, donc, il y a ces gens qui se battent, ou qui comprennent pourquoi ça leur arrive, et elles arrivent à s'en sortir, surtout, c'est un phénomène de culpabilisation qu'on voit plus pour les femmes, quoi, et que donc, enfin, voilà, quoi, que tu mérites, en fait, si tu guéris ou tu guéris pas de ta maladie, que tu mérites enfin, moi, ça me trigger sur ce genre de choses ultra problématiques et qu'il faut déconstruire à fond, mais à fond, et on peut pas rester dans ce genre de choses, et non, en fait, c'est pas parce que quelqu'un est en phase terminale d'un cancer que cette personne n'a pas été une warrior, quoi, puis on mérite pas de vivre ou de pas vivre, parce que selon qu'on soit plus ou moins warrior que quelqu'un d'autre, en fait, c'est pas ça la vie, et putain, va voir combien de merde il y a dans l'eau que tu bois, dans la bouffe que t'as, tous les trucs industriels, tout, genre, et tout le reste, quoi, et tout le traitement différencié au niveau racial, misogyne et tout, dans les soins, le grossophobe, évidemment, handiphobe, dans les soins médicaux qu'on reçoit et tout ça, qui font évidemment qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus classistes, évidemment, beaucoup plus sensibles à des maladies, à des mauvais traitements, à être diagnostiqués trop tard, souvent en phase terminale et tout, on a plein de récits réels de personnes grosses, par exemple, ou de personnes racisées qui ont vécu ça. Sorry, mais faire genre, c'est ta psychologie à toi, c'est tes traumatismes, c'est comment tu te sens dans la life et tout, allez vous faire voir, quoi, hein, sérieusement, hein, parce que vous êtes le problème de cette société, vous créez de la haine et de la division et de la haine de soi, dont vous pouvez
capitaliser si jamais vous arrivez à trouver des personnes vulnérables sur qui exercer votre pensée nocive quand vous pensez comme ça, hein, sorry, not sorry, hein, et c'est pas contre mes oracles là tout de suite que je dis ça, mais ça m'évoque ça, d'être devant certains de leurs écueils et de pouvoir vous en parler. Je vous retrouve un peu plus tard pour essayer de clôturer la vidéo parce que force est de constater que j'étais vraiment, je me suis emportée avec ce sujet. Ce qui, je crois, est aussi important, hein, de pouvoir s'énerver pour les choses qui tiennent à cœur. Et surtout, quand en ce début d'année, on a une pression du shaming, une culpabilisation sociétale qui est très très importante, qui est très présente, hein, dans le sens aussi avec les résolutions et tout ça, de la santé et pouvoir prendre soin de soi, être dans le culte du bien-être et tout, pour prouver aussi sa productivité et sa valeur morale en tant qu'individu dans une société capitaliste, sa supériorité morale, etc. Ce qui implique forcément, pendant le revers de la médaille, c'est que tous ceux qui sont pour diverses raisons pas en capacité ou ne souhaitent pas marcher à ce rythme-là, dans cette injonction et cette moralisation du bien-être, ce santéisme aussi, voilà, sont d'autant plus considérés comme des moins que rien. Donc bref, je pense que c'était quand même aussi intéressant et ça a fait partie aussi de ce que j'ai envie de ramener dans la chaîne, même si j'essaie d'éviter les coups de gueule et qu'en général, je ne finis par ne pas monter mes vidéos coups de gueule parce que juste dans ma façon, moi, de gérer mon emballement dans ces moments-là, je suis pas très constructive et c'est pas très intéressant, ce qui ne veut pas dire forcément le cas, mais par rapport à ce que j'ai envie d'amener ici, par rapport à voilà, d'où je pars. c'est pas... On a compris. Mais c'est vrai que je suis très activée. Il y a eu beaucoup de triggers, hein, d'appui sur la gâchette traumatique, post-traumatique de ces derniers temps, dû par la période de l'année et plein d'autres choses, et les élections qui arrivent en Belgique par exemple, dans l'année qui vient et tout, et donc la recrudescence d'un certain nombre de discours. Et pour plein de raisons, je me positionne par rapport à ça, mais aussi parce que c'est une chaîne féministe, c'est queer et tout ça, et que donc elle est forcément antifasciste, et que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de propositions antifascistes fortes et revendiquées dans nos communautés autour du tarot, etc. Et nos passaranes, quoi. Voilà, j'étais vraiment en colère. Mais je ne suis pas là que pour ça, et donc je voulais quand même revenir un peu sur l'oracle de la sagesse des sorcières, le Compendium of Witches, encore un mot que j'ai appris. C'est comme une espèce de collection, c'est ça? Je sais même plus ce que ça veut dire. Évidemment, j'ai dû googler, c'est spécial comme mot, non? Mais bon. Je mettrai la traduction quelque part dans la vidéo si j'y pense. Bien sûr, j'ai affreusement tiqué sur ce qui n'est pas un détail, hein, sur cette carte de l'élagage. Et j'ai vraiment très envie de me pencher consciencieusement sur le livret pour faire le tri et pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres choses qui sont aussi perturbantes. Mais à côté de ça, je trouve que pour le coup, alors que sur l'autre, le tarot des déesses de la nuit, je vous ai dit, il va falloir que je teste son tirage. Le Witching Hour, donc en parlant de traduction, Witching Hour, c'est un peu l'heure de sorcière, c'est comme entre chien et loup, quoi. C'est quand on est ni le jour, ni la nuit, c'est le crépuscule, donc ça détermine un espace liminal, en fait. Voilà. Après avoir filmé, je me suis dit, mais Katou, la base, la traduction, Attribulift. Bon, la voilà, la traduction. Mais je vous ai dit que j'allais vérifier à l'usage, mais celui-là, c'est vraiment un coup de cœur instantané de ce que ça donne à l'usage. Je le trouve vraiment magique, et même si, en fait, je trouve un côté très charmant dans les illustrations, mais un côté, cette carte est un peu symptomatique, trop charmant, trop mignon, parfois un peu trop lisse, un peu trop, entre gros guillemets, féminin. Et malgré tout, voilà, encore une carte comme ça, hein, avec... Moi, je trouve ça lisse. Non, désolée, la mise au point, elle ne va pas se faire parce qu'il fait trop noir, mais... Hein, on fait ce qu'on peut pour clôturer. Vous avez eu l'occasion de voir ces cartes tout au long de la vidéo. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai sorti deux autres oracles avec, en particulier pour faire une référence avec ces cartes-là, ces cartes de murmure qui viennent compléter.
parce que ce que j'ai vu d'ici, comment le livret est vraiment bien foutu en complément, donc je trouve qu'elle fonctionne bien intuitivement, qu'elle nous donne tout de suite quelque chose, enfin moi ça m'évoque tout de suite des choses fortes, mais qu'en plus le livret va nous permettre d'aller plus loin si nécessaire, au niveau des mots-clés, des interrogations, des pistes de réflexion, alors avec des choses qui me perturbent beaucoup, comme avec la carte et la gage, il faut vraiment que je lise davantage pour pouvoir me positionner là-dessus. Vous aurez d'office des retours au fur et à mesure de mes vidéos quand je ferai mes bilans d'hiver ou mes bilans du mois ou quoi. Donc ça m'a fait penser au Husband Oracle, qui est un oracle que j'aime vraiment beaucoup, qui vient sans son petit livre d'accompagnement, qui est pourtant très très clair, mais dans cette espèce d'art pas trop digital, retouché pour pouvoir être mis au format carte, mais sinon qui est peint. On a quand même quelque chose qui va bien ensemble, aussi dans le choix des mots. Mais je trouve que celui-ci a quelque chose de plus abouti, parce qu'on a des objets et des concepts. Alors ici, vous allez voir qu'avec créativité, le lien, la toxicité ici, mais aussi des trucs comme les éléments, voilà, on a l'air ici, on a guide là, le don là, donc les objets sont souvent directement via les mots-clés, plutôt associés à des concepts ou à des possibles personnes, entités, etc. C'est bien, mais ça manque de la précision, je pense, de l'autre. Mais ça me fait aussi penser aux Literary Witches, traduit en français sorcières de la littérature, où on a les grandes cartes qui sont des autrices, voilà, réelles pour le coup, pas des personnages qui sont un peu un mix de différentes choses, comme dans l'autre, l'oracle sagesse sorcière machin. Et on a aussi avec ça, tout enlevé du sac, du coup, j'ai tous les petits pochons qui sont bien en mode hiver. Donc ça, c'est ma partie modifiée et colorée. J'ai rajouté des aquarelles et j'ai mis les 3 mots-clés qui étaient là. Dans ce tarot aussi, on a vraiment des objets, dans cet oracle, qui font référence aussi aux figures qu'on a vues précédemment, historiques, donc des autrices, pour certaines encore en vie d'ailleurs, des écrivaines et leurs œuvres. Et ici, du coup, on a des choses qui sont associées, mais on ne nous explique pas pourquoi dans le livre d'accompagnement. Il y a un petit livret d'accompagnement, on a juste les 3 mots-clés que moi j'ai recopiés ici à chaque fois. Bon, c'est pas net, mais vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. Et il y a un bouquin qui va avec, où je pense c'est repris avec un petit peu plus de détails, mais bon, moi, voilà, je ne l'ai pas. Du coup, il est bien, j'aime bien, mais j'ai du mal parfois à élargir, à appliquer ça à ma situation, à tirer des questionnements, des leçons et tout, de cette conjonction d'illustrations et de mots-clés. Et donc, alors que le dessin me plaît aussi beaucoup, on a un côté aquarelle, et j'ai rajouté un côté aquarelle en utilisant des broches-pennes aquarellables aussi par-dessus pour faire sortir certaines choses. Et pour moi, l'oracle que j'ai là entre les mains et que j'ai eu l'occasion de m'acheter pour Noël, de faire plus ou moins offrir, parce que Rose et moi on s'est acheté des cadeaux, enfin on s'est trouvé ce qui nous fait plaisir pour se faire des cadeaux à Filigrane il y a une semaine. Voilà, je trouve qu'il m'apporte quelque chose de plus concret, de plus applicable, de plus lisible que ces deux-là réunis. Mais j'aurais du mal à expliquer pourquoi, parce que là ici on a juste la ronce, ok ? Ça ne dit pas grand-chose, mais si on va lire, j'ai pas le livre avec, je crois qu'il y a des mots-clés supplémentaires, des questions et tout, c'est court, c'est bien, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, aussi peut-être en faisant mes dernières recensions sur les oracles et tout, que parfois quand on a trop de choses dans un livret d'accompagnement, c'est difficile d'aller tirer l'essence de ce qui a voulu être dit et de l'appliquer à notre situation. Parfois, on se dit, oh, plus on aura de choses, et plus on va pouvoir trouver tip-top ce qui fonctionne pour nous. Mais la plupart du temps, en fait, c'est juste perturbant parce qu'on a une espèce de paresse intellectuelle ou intuitive qui fait qu'on a quand même envie d'un peu plus d'immédiateté pour pouvoir lire la carte et se l'approprier dans un élan, dans une fluidité, dans quelque chose qui semble couler, quoi. Et je trouve que celui-ci, du coup, me permet de faire ce taf-là. Même par exemple ici, la question de... On a la tresse, sur l'autre c'est noté la tresse, ici c'est noté le serment. Et directement, du coup, par rapport à la ronce, donc on est dans une autre chose. Là, on a la tempérance, donc l'image nous apporte quelque chose, et le mot aussi, et le texte par rapport à la question du poison et du remède,
en particulier au niveau des croyances hellénistiques et tout ça, est vraiment super intéressant. Là, pour le coup, nous ramène vraiment quelque chose. L'orage, voilà. Je suis pas sûre de parvenir à expliquer ce qui le différencie des autres. Peut-être que c'est à vous de faire vos propres opinions en fonction de ce que je vous ai montré, tant bien que mal, en essayant d'être cohérente. Mais en vrai, c'est un vrai coup de cœur. Et comme je me suis vraiment énervée parce que j'ai pris ça comme un point de départ, enfin, il y avait vraiment cette phrase hyper choquante et énervante, mais ça m'a permis de dérouler un peu les argumentaires dans tous les sens. Et donc j'étais obligée de reprendre la parole pour clôturer la vidéo d'une façon quand même plus apaisée, surtout par rapport à cet oracle qui, de tous les achats ou cadeaux là que je viens de vous montrer, c'est lui qui est mon plus gros coup de cœur et je le trouve vraiment très très fort. Voilà, je clôture ici. Comme toujours, je prétends faire des micro-reviews et puis ça devient un commentaire sur la planète tout entière. Ça dure 3 heures. Merci si vous êtes encore là. Je suis en mode blabla. Il ne faut pas que je sois en mode blabla, il faut que je me coupe et que je vous dise juste au revoir et à bientôt les gros bisous.